Voilà, donc Arthur Loggins, donc merci d'être là à distance. Donc, il est professeur assistant en philosophie à l'Université Laval et chercheur associé au Centre africain d'épistémologie et de philosophie des sciences. Alors, il a de nombreuses publications, notamment en épistémologie, mais je citerai uniquement donc, son livre récent, paru en 2022, Normative Reasons Between Reasoning and Explanation, donc paru aux éditions Cambridge University Press. Voilà, donc s'il m'entend, je laisse la parole. Donc, il va parler de l'IA explicable et la philosophie des raisons. Oui, merci Jacques, merci Jacques et merci Alexandre pour l'organisation de ces colloques. Je vous entends, par contre je ne vous vois pas, je suppose que c'est prévu. Ok, mais il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de trouble, comme on dit. Merci beaucoup de m'avoir donné cette possibilité de s'exprimer en distance. J'aurais aimé d'être en présence avec vous. Euh, Hélas, je ne pouvais pas être aujourd'hui à Paris. Je suis au Grand Nord et puis je vais parler de l'IA explicable et la philosophie des raisons, effectivement. Alors, les points de départ euh, je lance la présentation. Ah oui, je commence à voir quelque chose. OK, mais je lance la présentation. Donc, les points je voudrais parler aujourd'hui de ce qu'on appelle l'IA explicable, mais avant cela, euh, on- aujourd'hui, on part du constat que les systèmes de l'intelligence artificielle contemporaine sont omniprésents dans nos vies. C'est pas un secret pour personne. Et ils sont aussi incroyablement efficaces, ces systèmes. Donc, cela contribue sans doute à la popularité dans la sphère de la vie les plus diverses. Donc, je mentionne quelques exemples ici. AlphaFold dans reconnaissance des protéines, DeepPatient dans la sphère médicale, Darktrace, cybersécurité, FICO-AI, finance, etc., etc. On a ces modèles de l'intelligence artificielle qui sont de plus en plus utilisés dans les domaines les plus divers. Mais ces modèles, typiquement, sont aussi opaques et difficilement interprétables. Euh, Ces modèles sont entraînés à partir de techniques d'apprentissage automatique avancées, notamment à partir de l'apprentissage profond, deep learning. Et, euh, mais le problème, c'est que les mécanismes internes responsables de ces prédictions, de ces modèles, sont souvent impossibles à retracer. Et c'est là même pour les ingénieurs, pour les chercheurs qui conçoivent ces modèles. Donc, souvent, on parle de ces problèmes comme le problème de la boîte noire et on appelle ces modèles de l'IA, typiquement de l'IA, des réseaux neuronaux profonds, le modèle des boîtes noires. Parce qu'on voit effectivement pas ce qui se passe à l'intérieur de ces modèles. On réfère parfois aussi à ces problèmes comme un problème d'opacité des modèles contemporains d'intelligence artificielle. Euh, et ce problème de l'opacité pose un certain nombre de défis. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est assez évident qu'il y a des défis éthiques, légaux, sociétaux. La question qui se pose notamment, c'est pouvons-nous vraiment nous appuyer sur les prédictions de ces modèles si nous sommes incapables et en principe incapable de retracer les mécanismes internes qui produisent les prédictions, même si ces prédictions sont adéquates. Euh, pour relever ces défis, un nouveau champ de recherche semble se développer, enfin est en train de se développer depuis quelques années. C'est le champ qu'on appelle l'IA explicable, Explainable AI. Je vais utiliser l'acronyme XAI pour la suite de la présentation. C'est l'acronyme qui est utilisé dans la littérature. Et il s'agit notamment il s'agit d'un champ qui appartient à recherche en intelligence artificielle où on essaie de euh, avancer la question de l'opacité en proposant d'autres modèles, en proposant de l'IA qui peut nous expliquer le fonctionnement d'un IA opaque. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Plus précisément, donc, on entend par l'IA explicable dans ces domaines une famille de modèles des algorithmes, en fait, qui ont pour visée de modéliser le fonctionnement d'un modèle de l'IA, typiquement un modèle de réseau neuronal profond, des modèles de boîte noire.
là où un modèle de réseau neuronal profond est complexe et calcule, enfin, compute, je traduis par calcul, j'espère que c'est OK en français, calcule une fonction non linéaire, un modèle XAI la représente par une fonction linéaire. Donc, il représente cette calculation, cette fonction, par une fonction bien plus simple, bien plus facile à comprendre pour les usagers, qu'ils soient experts ou pas. Donc, un modèle XAI vise à donner une fonction qui est approximative de la fonction du modèle initial, mais possible néanmoins à comprendre ou à interpréter selon certains pour un usager car le nombre de paramètres est limité. Vraiment, ce qui compte ici, c'est le nombre des paramètres, le nombre des aspects qu'on doit tenir compte. Les modèles des réseaux neuronaux impliquent des paramètres impossibles à calculer. Euh, c'est cela qui rend impossible à retracer les fonctionnements internes de ces modèles, tandis que les modèles de l'IA explicable se limitent maximum, selon certains auteurs, on doit se limiter maximum à 10 paramètres. Et puis, une fois on a ces limitations dans le nombre de paramètres, on arrive à comprendre, on arrive à interpréter euh, la fonction de modèle de la boîte noire à partir de cette représentation approximative. Malgré les promesses et la popularité en fait de ces approches, un certain nombre de chercheurs restent très sceptiques quant aux promesses, enfin quant à la possibilité vraiment de tenir ces promesses plutôt de ces champs de recherche. Pour certains, c'est pas vraiment la problématique technique qui est en jeu, c'est il y a un problème du fond dans l'usage même de ces modèles. Euh, et puis, dans ce qui suit, on va parler un peu plus en détail de certains de ces problèmes, mais j'annonce déjà que certains chercheurs, notamment des philosophes des sciences, ont répondu à ces doutes en s'appuyant sur, comme je viens de dire, sur certains insights, certaines recherches en philosophie des sciences. Et ma contribution aujourd'hui sera de revenir sur leurs réponses et notamment discuter une réponse en particulier et puis voir que si on regarde à strictement parler, on peut les accepter. Il y a effectivement une réponse correcte à une interprétation de la problématique qui était adressée à des modèles de l'IA explicable. Mais il y a probablement néanmoins un problème de fond qui persiste. Et donc, mon objectif principal aujourd'hui sera d'essayer de voir ces problèmes qui persistent, de la comprendre mieux et de donner peut-être une piste pour aller de l'avant, pour voir comment on pourrait l'adresser. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est un problème majeur et insurmontable pour le domaine des recherches de l'IA explicable. Je ne suis pas sceptique, ce n'est pas mon point aujourd'hui ici. Je pense qu'il est possible de le traiter mais peut-être pas juste avec les seuls moyens qui sont utilisés dans la littérature. Et point de fond, message vraiment du fond, c'est qu'on a besoin dans ces champs de recherche, on a vraiment besoin d'une plus grande collaboration entre les philosophes des sciences et les épistémologues, notamment les épistémologues qui s'intéressent à des notions normatives générales, telles que croyance justifiée, telles que raison, telles que le raisonnement qui amène à une justification. Voici les plans pour le reste de la présentation. Donc, après cette introduction, je vais m'attarder à donner une plus grande, quelques détails en plus de ce que l'IA explicable. Et notamment, je vais m'attarder sur certains des problèmes qui sont adressés dans la littérature à cette approche. Et ensuite, je vais me focaliser sur une réponse à un problème majeur qui était adressé dans la littérature contre l'IA explicable. Et cette réponse va s'appuyer sur une certaine analogie, comment les modèles scientifiques marchent et notre compréhension à partir des philosophie des sciences. Euh, et puis, je vais noter quelques réticences par rapport à cette réponse. Et dans la dernière partie, je vais donner quelques pistes plutôt à partir de l'épistémologie normative qui peut être ajoutée à cette réflexion à partir des philosophies des sciences pour voir si on arrive à voir mieux les problèmes de fond et puis voir comment avancer pour, euh, euh, pour avoir un meilleur l'IA explicable euh, qu'on pourrait trouver. OK, donc, euh,
revenons donc sur l'IA explicable. Donc, l'idée base est que on cherche à produire des modèles, comme certains vont dire, parce que on part de l'idée que un système comme un réseau neuronal profond est un modèle qui représente, qui nous dit quelque chose par rapport à la réalité. Euh, Représente ou pas, ça c'est une question qui se pose en fonction de comment on comprend la représentation, mais c'est un modèle de la réalité. Et donc, un modèle de l'IA explicable est un modèle de fonctionnement de ces modèles. Donc, on cherche une approximation, comme je viens de le dire, de la fonction non linéaire présente dans une IA de type réseau neuronal profond en termes plus simples. Par exemple, en termes des arbres de décision, en fonction des régressions. Par exemple, on peut chercher à donner une fonction de régression, notamment de type y égale à a fois x plus b, qui identifie quelques paramètres faciles à saisir, faciles à représenter même visuellement euh, pour représenter donc la fonction non linéaire d'un RNP complexe. Je laisse de côté un débat adjoint qui commence de prendre plus en plus de l'importance, à savoir que dans les approches de XAI, la route principale que les chercheurs prennent souvent, c'est passer par les user studies, c'est donner un modèle de l'IA explicable et ensuite pour la tester, aller voir comment les usagers qui sont souvent recrutés en ligne vont apprécier les explications proposées par le modèle de l'IA explicable. Le problème ici, c'est que il y a une tendance non négligeable, mais très problématique vers une subjectivisation extrême de la notion de l'explicabilité. La notion d'explicabilité dans ces user studies devient souvent une simple sensation subjective de compréhension. Or, on veut quand même éviter cette telle subjectivisation de la notion d'explication. Mais je laisse ces problèmes de côté. Admettons qu'on arrive à les traiter. Donc, et puis, je voudrais parler pour expliquer, pour parler plus concrètement, je voudrais donc rapidement donner quelques points à propos d'un modèle très simple et extrêmement populaire dans le domaine de l'IA explicable, à savoir le modèle LIME. Et puis, on va se focaliser sur le modèle dans ce qui suit. LIME, c'est pour Linear Interpretable Model Agnostic Explanations. C'est un modèle euh, extrêmement populaire, aujourd'hui introduit par Marco Ribeiro et les collègues en 2016. Et on note que l'article qui introduit ces modèles a déjà aujourd'hui 23 658 citations dans le Google Scholar. C'est juste pour dire à quel point il y a de l'intérêt pour ce genre d'approche. Et pour comparaison, par exemple, Timothy Williamson, qui est un épistémologue analytique contemporain, pour l'ensemble de son œuvre, 37 000 citations. Donc là, un article dans l'IA explicable est déjà 23 000. C'est pas mal. Et puis, je note aussi que l'article de Yann LeCun et Joshua Bengio et Hinton, qui a introduit Deep Learning en 2015, euh, si je me souviens bien, est autour de 40 000, 35 000 citations. Donc c'est pour dire à quel point Lime semble être quand même un changement de paradigme là, pour l'IA explicable. En tout cas, on pourrait pas penser ça. Donc, plus précisément, qu'est-ce que Lime? Lime est un algorithme qui permet d'arriver à une proposition d'explication locale concernant une prédiction d'un modèle concret et peut être appliqué à tout modèle. Et donc, agnostique, donc c'est pour dire que prenez n'importe quel modèle, j'ai mentionné quelques-uns en introduction, entraînez le modèle, appliquez Lime à une prédiction spécifique et on aura une proposition d'explication de facteurs, principal facteurs, quelques paramètres qu'on restreint, qui ont joué le rôle crucial dans l'arrivée de ces modèles à cette décision qui nous est proposée. Donc, très, très sommairement, l'application de Lime se passe de façon suivante. On considère un modèle entraîné de type boîte noire et on se focalise sur une prédiction particulière à partir d'une entrée donnée. Ensuite, on introduit du bruit. Donc, on propose au modèle des bases, des entrées plus ou moins proches de l'entrée initiale sur laquelle on s'est focalisé.
Donc, on propose des modifications de l'input des modèles qu'on évolue et on observe quelques modifications à partir de modifications d'entrée dans l'output de ces modèles, euh, de modèles de base, de boîte noire. À partir de cela, donc, on calcule les poids, le Lime va calculer les poids des coefficients pertinents et propose quelques paramètres comme étant plus ou moins importants dans la production de l'output des modèles de base. Donc, on est vraiment dans une approche contrefactuelle. On regarde qu'est-ce qui se passe si on change l'entrée, qu'est-ce qui se passe, quel changement on observe à partir des changements des inputs. Oh, l'image n'est pas aussi nette que je pensais, mais en tout cas, c'est ça l'idée toy model de Lime. La zone bleue et rose est la fonction complexe, modèle complexe de boîte noire. Lime se focalise sur la croix rouge qui est donc l'entrée qu'on veut évaluer et puis il va modifier quelques entrées autour pour voir quelques modifications ça produit dans l'output. Et il va nous tracer une ligne, donc c'est un modèle linéaire, une ligne qui est approximative à un modèle, mais qui est local, donc ça, c'est un point important. Ce n'est pas un modèle qui explique la totalité de la fonction de modèle initial. On se focalise juste sur une partie, pour ainsi dire, des modèles complexes qu'on étudie. L'exemple classique de Ribeiro, en fait, il faut noter que l'article de Ribeiro et collègues s'est focalisé sur les classifiers en particulier. Et leur thèse initiale était que ces modèles s'appliquent pour n'importe quel modèle de classifiers, mais maintenant, aujourd'hui, on l'utilise pour d'autres modèles aussi. Donc, classifiers, donc la reconnaissance des images. Là, le modèle des boîtes noires qu'ils utilisaient, c'était celui de Google, à qui on montrait l'image A, donc originale, et modèle de Google devait nous donner une prédiction, qu'est-ce qu'on voit dans l'image. Et puis, Google proposait les trois propositions étaient la guitare électrique, guitare acoustique et Labrador. Maintenant, on applique à cette prédiction notre modèle de Lime. Et le modèle de Lime produit B, C et D. Les images B, C, D, ça veut dire qu'il nous montre quelle partie des superpixels de l'image initiale était responsable pour les prédictions que le modèle de Google nous a produit. Donc, c'est assez intuitif que la prédiction guitare électrique se focalise sur la partie de guitare qui ressemble le plus à la guitare électrique, guitare acoustique sur l'autre partie, et puis Labrador, c'est vraiment le superpixel qui apprend la tête de chien. Donc, pour avancer, je note juste quelques points qui vont être importants pour ma discussion. Que Ribeiro et collègues comprennent pour l'explication ici une compréhension qualitative de la relation entre les inputs et les prédictions. Donc, comme j'ai déjà dit, c'est un modèle local. Et surtout, c'est un modèle post-hoc, c'est-à-dire qu'on propose une explication après coup. Donc, d'ailleurs, il suggère aussi qu'on peut utiliser cette approche en parallèle avec les accuracy metrics, donc les métriques qui vont tester la validation des modèles sur la base des données. Mais Lime, à proprement, est vraiment le modèle marche déjà, on regarde juste une prédiction qui était faite et on l'explique après le coup. Là, j'ai une citation de Ribeiro qui va être intéressante pour la suite, où ils nous disent que les humains, typiquement, ont déjà une connaissance préalable de l'application, de domaine de l'application. Et puis, ils peuvent utiliser cette connaissance pour accepter ou rejeter la prédiction s'ils comprennent le raisonnement derrière la prédiction. Et donc, c'est déjà observé, par exemple, que donner des explications peut augmenter l'acceptation de la recommandation de films dans Netflix, par exemple, ou dans d'autres systèmes automatisés. Et si vous regardez la conférence qui a donné le lieu à cette publication de Ribeiro, donc, il parle explicitement de ce cas de recommandation de films. Et la notion qu'il utilise, c'est la notion de raison. C'est-à-dire que
un usager a besoin de raisons pour comprendre, a besoin de raisons pour accepter la proposition, la recommandation de film à regarder. OK. Donc, quelques problèmes très rapidement. Donc, malgré la popularité des approches XAI dans certains cercles de chercheurs, la réception en général est loin d'être unanime. Voici une citation qui tue de Cynthia Rudin. Les gens ont espéré de créer des méthodes pour expliquer les modèles de boîtes noires qui vont enlever quelques de ces problèmes, donc les problèmes de l'opacité, mais essayer d'expliquer les modèles de boîtes noires plutôt que de créer des modèles interprétables en premier lieu, et probablement va juste perpétuer la mauvaise pratique et vont potentiellement causer des problèmes catastrophiques, des catastrophes pour la société. Rien que ça, vraiment de catastrophic harms. Là, je trouve aussi une analogie instructive qui n'est pas forcément un problème majeur, mais qui va dans le sens aussi de l'idée que si on s'appuie simplement sur les modèles d'XI de l'IA explicable, on n'a pas forcément une meilleure compréhension de ce qui se passe dans le modèle. Donc, Daniel Handler qui nous dit qu'il y a deux obstacles qui se dressent contre l'IA explicable. Le premier est d'ordre conceptuel, qui est qu'est-ce qu'une explication? Le chercheur en IA peut espérer échapper à certaines de ces perplexités, mais il ne peut contourner des questions telles que celle-ci. À qui l'explication est-elle destinée? Quelle fonction doit-elle remplir auprès du destinataire, compte tenu de ces interrogations, de ces connaissances? Comment s'assurer de la qualité de l'explication fournie? Pensons aux explications simplifiées qu'il arrive de donner aux enfants ou aux personnes peu instruites par souci de pédagogie et qui les induisent en une erreur pire que la simple ignorance. Donc, la comparaison, je trouve très, très intéressante où effectivement, on a l'impression que ce qu'on a dans l'IA explicable, c'est des explications qu'on donnerait à un enfant lorsque l'enfant ne comprend juste pas la vraie raison. Et cela peut être dangereux dans certains cas, effectivement. Et Boris Babic et collègues, dans un article extrêmement influent de Science, pardon, nous dit la chose suivante, c'est que l'IA explicable offre vraiment des explications post-hoc, des rationalisations post-hoc, qui ne sont pas vraiment les raisons derrière ces prédictions. Euh, donc, c'est une explication, c'est une compréhension ersatz qu'on obtient à partir de ces rationalisations post-hoc. Donc, si on n'arrive pas à ouvrir la boîte noire pour voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, cette approche ne donne pas vraiment une meilleure réponse à tous les problèmes moraux et légaux. J'avance un peu, je saute d'autres problèmes qui existent. Donc là, je vais focaliser sur donc, la réponse que certains philosophes des sciences ont donnée à cette accusation, notamment de problèmes de rationalisation post-hoc. C'est que on a l'impression que ce qu'on a ici, c'est juste une tentative de rationaliser le mécanisme qui a donné lieu à une prédiction, mais on n'a aucune garantie que ça reprend quelque chose comme des bonnes raisons, quelque chose comme quelque chose de pertinent dans le raisonnement de la boîte de l'IA des boîtes noires. Donc, je vais me focaliser notamment sur la réponse produite par Will Fleischer. Je vais un peu rapidement ici, qui lui, il part de l'idée que on devrait vraiment penser à des modèles de l'IA explicables comme exactement en parallèle à ce qui se passe en sciences et notamment comme des modèles scientifiques idéalisés des systèmes complexes. Donc, on a l'idée que en sciences, typiquement, certains modèles en sciences sont extrêmement idéalisés. Et ils donnent l'exemple de la loi de gaz idéal, pardon, de Boyle, où on fait abstraction de certains aspects de la réalité pour donner un modèle simple qui capte quelque chose qui capte certains patterns intéressants dans la réalité. Et donc, selon Fleischer, on devrait penser à ce qui fait modèle de l'IA explicable, notamment Lime,
sur la même analogie, par analogie à des modèles comme loi de gaz idéale en science, qui effectivement est très loin de capter toute la complexité de la réalité, mais qui néanmoins nous donne une compréhension qui néanmoins arrive à se focaliser sur les points vraiment pertinents pour la relation causale qu'on veut étudier, qu'on veut trouver, qui est à partir d'une entrée qui donne une sortie. Selon Fleischer, euh, la meilleure façon euh, je vais peut-être sauter sur euh, cette présentation détaillée de l'argument que Fleischer attaque, mais point à retenir ici, c'est que Fleischer va vraiment rejeter la prémisse dans l'objection euh, dans l'objection rationalisation post-hoc, selon laquelle euh, si on n'a pas la même fonction que le modèle initial et qu'on n'a pas une fidélité parfaite au modèle initial, alors on n'a pas un degré significatif de compréhension. Lui, donc, il va rejeter cette présupposition dans l'argument que les critiques de l'IA explicable ont proposé et il va montrer que cette prémisse ne tient pas parce que on a exactement dans la même situation dans la démarche en sciences idéalisée et que clairement en sciences, on veut accepter qu'on arrive à un degré significatif de compréhension. Si on ne veut pas rejeter les modèles idéalisés en sciences, on ne devrait pas rejeter les modèles de l'IA explicable non plus. Euh, euh, donc, juste peut-être deux points un peu rapides, trois points un peu rapides avant de donner ma réponse à Fleischer. Pour lui, son idée, c'est pas juste l'analogie, mais il y a trois aspects, notamment indicatifs qu'un modèle d'idéalisation qu'on a affaire à un modèle de l'idéalisation dans Lime, par exemple, plutôt qu'une simple mère représentation. Et donc, ces trois éléments sont les mêmes qu'on retrouve dans un bon modèle idéalisé en sciences. Il nous parle de la simplification. Donc, la loi de Boyle est un exemple paradigmatique. On simplifie, on se fait abstraction de certains paramètres qui ne sont pas pertinents pour notre calculation. On a l'affaire à flagging, donc on indique de manière claire quels aspects sont difference makers, donc quels aspects sont faiseurs de différence et quels ne sont pas. Donc l'exemple de pixel gris dans l'exemple de reconnaissance de chien est vraiment significatif ici. Donc le pixel gris sont façon d'indiquer quelles parties de l'image ne sont pas pertinentes. Et puis on a un focus sur les patterns causaux spécifiques. Un autre exemple qu'il utilise, c'est la théorie des jeux pour expliquer, la théorie des jeux évolutionniste pour expliquer le bénéfice à long terme de réciprocité dans la population de chauves-souris. Donc, regarde pas d'autres facteurs, limite de ressources, par exemple. Et puis, Lime semble aussi avoir cet aspect. Donc, il va se focaliser sur la relation causale entre entrée et sortie, notamment dans le contexte local. Donc, je venais de l'idée qu'on alterne les entrées pour voir quelle sortie on obtient. Et donc là, on retrouve des patterns causaux spécifiques. Très bien. Donc, tout cela, c'est très bien. Et donc, dans quelques minutes qu'il me reste, je voudrais euh, aller un peu plus loin pour voir si vraiment Fleischer a répondu à l'intuition qui était, qui animait les critiques finalement. Donc, admettons que Fleischer et d'autres chercheurs, enfin, il y a aussi Knox et Raleigh, par exemple, qui ont un manuscrit qui va dans le même sens, qui devrait regarder les modèles en sciences pour traiter l'IA explicable. Donc, admettons qu'ils ont raison et que Lime rassemble vraiment à un modèle idéalisé, n'est pas une méprésentation simple. Et donc, il représente la causalité dans un système complexe. Donc, c'est ça le point vraiment crucial chez Fleischer, c'est que on a des modèles de causalité dans le système complexe en sciences et ça ressemble quand même fortement à ce qui fait Lime. On devrait aussi, on n'a pas de raison, enfin, a priori, on peut accepter l'idée que Lime, ça représente une causalité dans un modèle complexe qui se trouve d'être un système de l'IA, de bottom-up. Admettons que c'est vrai tout ça. Moi, mon seul souci, c'est que initialement, ce n'est pas exactement ça que Lime nous promettait. Ce n'est pas exactement simplement certaines relations causales qu'on nous promettait de retrouver là.
souvenez-vous la situation que je donnais au début, quand j'ai introduisait l'idée de Lyme chez Ribeiro. Il nous parlait des raisonnements derrière le processus de prédiction et on nous parlait des explications et de raisonnements. Et puis, je mentionnais que dans la présentation publique, Ribeiro parle explicitement même des raisons derrière les recommandations pour le film. Euh, donc, peut-être que Fleischer a strictement parlé raison si la question qui nous intéresse, qui intéresse la critique, et notamment alors un modèle linéaire. Comment un modèle linéaire peut représenter la causalité dans un modèle de l'IA complexe? Mais probablement le cœur de l'objection n'est pas exactement cela, le cœur de l'objection de la rationalisation post-hoc. Il me semble que ce n'est pas juste la question de modélisation de la causalité des modèles de l'IA type département. Quand Babbage écrivait que les modèles de l'IA explicables euh, post-hoc sont de rationalisation des prédictions de la boîte noire, il nous parle aussi que le problème ici, c'est que ces rationalisations ne nous montrent pas quelles sont les raisons derrière les prédictions données. Donc, je voudrais dire que même si le problème de causalité est réglé, on a peut-être encore un problème avec le raisonnement et les raisons dans les modèles de l'IA qui sont proposés par l'IA explicable. Et pourquoi c'est important? Parce que euh, on, on parle de l'idée qui est représenté dans la littérature, que le problème de l'opacité la caractéristique opaque de modèle de l'IA boîte noire euh, est telle que on n'arrive pas à identifier les inférences ou le raisonnement, les règles de raisonnement qu'on pourrait attribuer à processus de prédiction dans les modèles de l'IA de boîte noire. Donc, on n'arrive pas à voir les structures, le schéma inférentiel, et cela nous empêche de se prononcer sur la fiabilité même de ces prédictions. Euh, c'est pas forcément la manque de reconstruction de procédures causales, c'est plutôt le manque c'est plutôt le fait qu'on ne voit pas quelle sorte d'inférence pourrait être, pourrait être celui qui produit la prédiction dans un modèle de l'IA boîte noire. Et puis, très rapidement, je donne peut-être deux analogies pour illustrer mon point et pourquoi c'est important. Imaginons qu'une personne est en colère contre moi. Je lui demande à cette personne, mais pourquoi est-ce que tu es en colère contre moi? Et on pourrait dire qu'en posant cette question, je demande un modèle de sa colère, donc qu'on donne une explication simple de qu'est-ce qui a produit sa colère. On admet que peut-être le modèle est complexe et non linéaire là, qui a produit sa colère, mais au moins qu'on me donne quelques notions simples pour que je puisse me situer par rapport à cette situation. La personne me dit, oh, j'étais en colère car j'avais un niveau bas de sucre dans mon sang. Effectivement, cette explication, qui pourrait être correcte sur le plan de la causalité, c'est peut-être effectivement la cause. Il y a un pattern causal qui lie le niveau de sucre avec la production de l'émotion. Mais cette explication ne répond pas vraiment à ce que je cherche, moi. Je demande la raison pour laquelle la personne était en colère, quel type d'inférence, quel type de passage mental entre les attitudes a mené la personne à être en colère contre moi. Donc, ce que je veux pointer ici, c'est que les deux peuvent coexister. On peut avoir une explication causale qui n'est pas forcément la même chose qu'une explication par le raisonnement ou par les raisons. L'altruisme, pour répondre à l'exemple de Fleischer, un autre exemple, en fait, il ne suffit pas de dire que pour nous expliquer pourquoi X était altruiste envers Y, il ne suffit pas de dire pour nous expliquer pourquoi X était altruiste envers Y que son comportement correspond à ce que la théorie des jeux évolutionniste prédit. On cherche une raison, on cherche son raisonnement qui soutient son comportement. Donc, c'est ça le fond de mon problème, de mon objection à Fleischer pour dire que peut-être qu'on n'est pas encore arrivé au fond du problème
Et je pense que certains aspects de la philosophie des raisons peuvent éclaircir ces débats. Et donc, c'est là que je dis qu'on devrait travailler ensemble sur cette problématique, les épistémologues et les philosophes des sciences. Là, par exemple, il y a une distinction assez classique et très bien acceptée dans la littérature sur les raisons, savoir la distinction entre les raisons explicatives, les raisons motivantes et les raisons normatives. Donc, on distingue bien les aspects qui peuvent expliquer les comportements, par exemple, ou le fait d'avoir certaines attitudes même. Et ce n'est pas du tout les mêmes aspects qui vont être les raisons motivantes, qui vont être les raisons pour lesquelles la personne agit ou a une attitude dès son point de vue à elle. Et puis, il y a des raisons normatives qui sont les raisons qui parlent effectivement en faveur d'une action, d'une attitude, qui sont dans le meilleur, dans le cas où tout va bien, des raisons justifiantes qui justifient l'action ou l'attitude. Donc, ouais, je saute l'aspect sur le contexte. Euh, euh, donc, suggestion, et je termine sur cela. Je pense que pour aller de l'avant dans cette champ de recherche, euh, on devrait peut-être essayer une autre piste qui n'est pas incompatible avec ce que dit Fleischer et d'autres philosophes des sciences. Mais je pense qu'on devrait tester l'idée que ce qu'on veut voir dans l'IA explicative, c'est les modélisations des changements rationnels d'attitude potentiels. Donc, on garde l'idée contrefactuelle et locale de Lime, où on va modifier les inputs pour voir quelle modification de l'output ça peut donner. Et on ajoute des bruits, mais on part de l'idée que c'est ce qu'on est en train de faire ici, c'est pas vraiment juste la causalité de données brut, c'est vraiment le changement rationnel des attitudes. Les points input des modèles de la boîte noire conçus comme le contenu d'une attitude, par exemple, croyance ou credence, et l'output comme une autre attitude avec un contenu distinct. Donc, on devrait peut-être ajouter certaines contraintes sur la modélisation dans l'IA pour garder effectivement l'aspect rationnel dans le changement des attitudes à partir des contenus d'input et de l'output. C'était ça ma suggestion positive. Et puis, je note aussi que il semblerait que la littérature va un peu dans ce sens. David Chalmers vient de publier un article là, qui nous incite à penser à des attitudes lorsqu'on pense à l'IA explicable. Et puis, Hannes Leitgeb et collègues ont proposé aussi l'idée que pour avoir un meilleur modèle de l'IA explicable, on ne peut pas faire autrement que de passer par la logique des raisons, notamment des raisons normatives. Et je m'arrête ici et merci beaucoup.